Mes chers amis, dans la fibre du lien reste pour nous l'UCAC. Je pense donc à M. François Nzana, Mme Cathy Dibangué, à M. Alfred Menuga, à Mme Renette Onanena et à M. Serge Boto, dont la présence ici signe, si l'on était besoin, le lien que les étudiants actuels de la faculté de sciences sociales de gestion en particulier et ceux de l'Université catholique d'Afrique centrale en général souhaiteraient maintenir avec ce qu'on appelle tantôt les anciens, tantôt les alumni. L'idée n'est pas seulement de maintenir du lien. Il s'agit très sérieusement de vous mettre en situation de ce qu'on appelle raconter son life story sur la base d'une expérience acquise, suffisamment éprouvée et qui va tomber sur l'oreille de ceux qui se retrouvent dans la situation qui était la vôtre il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou même plus. Les temps ont changé, certes. Les défis se sont diversifiés. Mais il y a aussi le souci d'une réalité qui fait que ce qu'on apprend ici trouve corps dans l'expérience, qu'elle soit humaine ou professionnelle. Pour votre compte, il s'agit d'abord d'une expérience professionnelle, mais elle est nourrie d'abord et fondamentalement par une expérience d'étudiant ou académique que vous tous, vous avez pu avoir au sein de notre faculté. La FIDUCAC, c'est la Fédération internationale des diplômés de l'Université catholique d'Afrique centrale. Donc, c'est l'association qui regroupe tous les anciens et les alumni de l'UCAC. Et je suis, sur le plan professionnel, le directeur de l'audit interne à la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, qui est située à l'ONCAC. Donc, nous sommes honorés de l'invitation du CREIE, je ne vais pas être long. Le CREIE nous a fait comprendre le besoin d'échanger avec des anciens qui ont du vécu et qui ont des expériences diversifiées, qui ont chacun leur tempérament, leur personnalité et qui ont beaucoup de choses à partager. Donc, du coup, nous, on nous a mis un peu de pression et on s'est dit, on va vous amener de vraies valeurs. Il y a vraiment beaucoup de valeurs parmi nous, mais on vous a amené des vraies valeurs. Et nous avons, sur ce panel, vraiment, je vais dire la crème, le haut de la crème, qui est devant vous, avec des parcours diversifiés et avec des compétences également diversifiées, des personnalités aussi diversifiées. Chacun pourra se retrouver et poser des questions. Parce que si on est venu devant vous, ce n'est pas pour nous. On prend notre temps, c'est pour vous écouter, pour répondre à vos questions et pour que vous puissiez également répercuter auprès de vos camarades également les informations que vous aurez reçues ici. Alors, sur le panel, je ne vais pas être long parce qu'ils vont se présenter, donc je vais juste être très laconique au niveau de la présentation. On a, dans un ordre tout à fait aléatoire, on a Mme Cathy Dibangué, qui a une formation de juriste reçue à l'UCAC et une formation peut-être d'autres choses, à préciser. Elle a également fait d'autres écoles, notamment l'ENAM, et actuellement elle est chargée d'études à la cellule de la réglementation au ministère de la formation professionnelle, MINEFOP. Donc, je vous prie d'applaudir. Alors, il y a également, on est égal, on commence par les dames. Alors, Madame Renette Onanena, qui a une formation, si je ne m'abuse, va préciser un projet en finance. Elle a travaillé à la Sonara, actuellement elle est au Crédit foncier du Cameroun. Et elle a un parcours très intéressant parce qu'en plus d'être salariée, elle est aussi auto-entrepreneur. Elle va nous dire si c'est facile d'allier le salariat et l'auto-entrepreneuriat. Il y a François Zana, qui a une formation à l'UCAC dans le domaine du commercial et du marketing. Il est à mon extrême droite.
Et actuellement, il a une activité plutôt dans l'audit interne à Total Energy Marketing Cameroun. Donc il va nous préciser tout cela. Il y a M. Ondobo Francis qui a un retard, qui viendra d'un moment à l'autre, qui est sous-directeur de la finance et de la comptabilité à la Sonatrel, c'est la société de transport d'électricité du Cameroun. Et il y a M. Pierre-Alfred Munga, qui est un aîné, pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect, et qui est le directeur des ressources humaines Afrique subsaharienne francophone de PricewaterhouseCoopers. Donc, c'est une des valeurs sûres en matière de sobriété, en matière de ressources humaines, non seulement au Cameroun, mais également en Afrique. Et je suis sûr qu'après, il nous dira si oui ou non, il va nous sortir un livre, hein, parce qu'il sait tellement de choses dans le domaine. Donc, je vous prie vraiment de faire un tonnerre d'applaudissements pour ce cas. Je participe à la mise sur pied des projets de décret des arrêtés, comme vous dites tout le temps à 17h, là, parce qu'on multiplie les réunions à la présidence, à la primature. Mais je me dis, qu'est-ce que je peux faire? J'ai la chance que mon voisin de lit, pour parler de mon époux, il me dit, perfectionne-toi dans un domaine. Je dis, tant mieux. C'est comme ça que je me rends compte que j'ai des aptitudes pour pouvoir devenir un véritable conseil juridique. Il y a donc un client qui vient travailler avec il est devenu mon client. Il avait des problèmes avec mon ministère et je suis devenu son conseiller. Il m'a recruté dans sa boîte. Je suis obligé d'aller vite. Dernièrement encore, il y a un aîné académique qui a ouvert son cabinet. Il m'a appelé. C'est comme ça qu'en parallèle de mes activités de fonctionnaire, je ne peux pas aller dans tous les détails, je suis devenu pleinement conseiller juridique, spécialiste sur les questions de relations professionnelles. Donc en dehors de mon statut de fonctionnaire en service au ministère de l'Emploi, je suis conseiller juridique en plein temps. Mais à côté de ça, je vis de ce qu'on appelle de mon talent. Mon talent, ce que j'aime, le talent, c'est ce que vous pensez en vous, que vous pouvez développer en parallèle et vivre de ça. Ce que j'aime faire au quotidien, c'est communiquer et aider les gens. Donc, peut-être mon grand-père va dire que, bon, je crois que tu as quand même ça à ma droite. En parallèle, je vis ce qu'on appelle de marketing et communication. Ça veut dire des jeunes, dans le cadre de mon travail en parallèle, je rencontre des gens qui ont des produits mais qui ne savent pas les vendre. Ils me payent, je fais de la communication, du marketing pour eux, je leur propose des stratégies de vente et je m'en sors. Qu'est-ce que je voudrais vous donner comme conseil? Je pense que c'est à travers vos questions que je pourrai encore mieux vous édifier. Le temps est court pour être très long. Il s'agit aujourd'hui, entre autres, en dehors de parler de nous, de vous donner des conseils pour avoir des attitudes et des compétences pour avoir une bonne carrière. L'attitude à avoir, c'est celle que vous avez eue aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes intéressé à la conférence. L'attitude à avoir durant le temps que vous êtes à la Cato, c'est de multiplier les stages. J'avais déjà dit une fois à mes étudiants, quand on arrive à l'université, on doit arrêter de perdre du temps. Quand je vais en congé, si j'ai un congé de 3 mois, je dois avoir 2 semaines pour dormir et 2 mois et demi pour me rendre utile pour la société et pour moi-même. Il faut qu'au bout des 3 mois de congé, tu sortes là avec une formation bonifiante pour toi-même. Parce que la plus grande richesse que nous-mêmes nous avons à notre niveau, c'est qu'on continue de se former. Parce que dans le domaine que j'ai choisi, le conseil juridique, il ne faut pas que je me limite à mes quelques attitudes. Je dois toujours me former pour être meilleur dans mon domaine. Je suis avec mes collègues au bureau, ils ne savent pas que je suis là aujourd'hui, ils ne savent pas que je donne les enseignements la semaine prochaine, ils ne savent pas que j'aspire à être doctorat, que j'aspire à avoir 2 doctorats l'année prochaine, ils ne savent pas que je projette donner au Sénégal. Il faut toujours rêver, il faut toujours planifier quelque chose. Comme conseil, quand vous êtes étudiant à la Cato, faites des stages pendant vos congés. Faites des stages utiles. Utile, ça veut dire que quand je vais en stage, je ne vais pas en stage pour faire des photocopies, ou pour boire du jus, ou pour jouer à la plus belle. Quand je vais en stage, je vais apprendre. Il me reste combien de temps? 2 minutes. Pendant que je suis en stage, je dois essayer, même si mon directeur de stage ne me donne pas directement le travail, dès que je finis de faire ce qu'il m'a demandé de faire, je me rapproche de lui, je dis, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous avez besoin de moi? Est-ce que je peux vous donner un coup de main? À travers cette attitude d'humilité, de simplicité, vous aurez plus la possibilité d'apprendre de lui. Qui vous disent, voilà ce que je fais, donne-moi un coup de main aujourd'hui.
Et nous autres de l'administration, certains ont eu des problèmes parce qu'ils se disent que j'ai 2 masters, je sors de la cato, la secrétaire ne peut plus rien m'apprendre. Faux. C'est la secrétaire qui t'apprend le travail, la simple personne que tu trouves là qui te montre comment te comporter. Et chaque fois, vos attitudes doivent changer en fonction du responsable. Aujourd'hui, tu peux être à Chococam, demain, tu peux être à Cellule-Cam, et en fonction du patron qui est en face de toi, revois tes attitudes. Connais-toi aussi, parce qu'il y a des chefs qui aiment des gens qui les écoutent seulement, pas les gens qui bavardent beaucoup. Tu te réavises. S'il y a des chefs qui aiment que tu bavardes beaucoup, tu ne bavardais pas. Quand il part, tu dis ok, c'est bon, j'ai compris. Ne jamais être pressé, ne jamais interrompre son chef. Vous êtes à la porte du travail, donc multipliez les stages, formez-vous. Et quand vous faites des stages, bien des formations, au bout, dites j'ai fait ce stage. Est-ce qu'au bout de ce stage, qu'est-ce que j'ai appris? En quoi ça me sert dans mon CV? Je rêve être ceci. En quoi je me rapproche de ça? Dans le monde entier actuellement, ce que je veux être, quelles sont les qualités de cela? À quel niveau ce type de formation est exigeante? Et pour sortir, j'aurais pu être plus long malheureusement. Quand vous sortez de ce type de forum, il faut marquer l'interlocuteur. Essayez de faire en sorte que ce sont des opportunités de rencontre, pas une question, pas une attitude. Mon voisin de gauche ou de droite ou moi-même peut être votre potentiel recruteur, votre encadreur demain. Je vous remercie. Alors, je suis Madame Renette Oganena Lévy. J'ai intégré l'Université catholique Afrique centrale, faculté de sciences sociales et de gestion en 2001 en Cambisson. Et je suis titulaire d'un bac A4 allemand, d'un BEUSS, d'une licence en communication et gestion des ressources humaines, d'une maîtrise en communication et gestion des ressources humaines obtenue en 2006. Alors, ça c'est pour mon parcours académique. Pour ce qui est du professionnel, en 2007, je suis retenue après un processus de recrutement comme stagiaire pré-emploi à la Sonara, Société nationale de raffinage, qui est située à Limbé. Donc en 2007, j'intègre cette entreprise en qualité de stagiaire pré-emploi. Donc je pense que vous connaissez le principe du stage pré-emploi. C'est un type de stage professionnel qui donne lieu à une possibilité d'engagement définitif à la fin. Donc j'ai fait ce stage pendant environ 15 mois. Puis en 2008, j'ai été recrutée en contrat à durée indéterminée en qualité de cadre gestionnaire des ressources humaines. 2009, je suis nommée chef de section chargée de l'administration de la formation au service de la formation. Puis en 2013, je suis nommée chef de service formation. Quelques mois après, une petite refonte de l'organigramme, dont je passe chef de service de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, nous avons donc décidé de changer un peu de type d'activité et le nouveau bébé est en train d'être conçu actuellement. Nous sommes en train de mettre les oreilles, les ongles, les cheveux. Donc, je l'espère bientôt, nous pourrons officiellement redéployer cette nouvelle activité-là, qui est passionnante. En réalité, nous visons une sphère générale, mais plus axée agriculture et élevage. Pourquoi ce choix? Vous vous rappelez tous qu'en 2019-2020, nous avons subi une pandémie qui nous a poussé à revoir notre mode de fonctionnement. Donc il faut être capable de s'adapter. Parenthèse, il faut être capable de s'adapter à l'environnement. Alors, pendant cette pandémie-là, qu'est-ce que nous avons vécu? Nous avons vécu le confinement, nous avons vécu la fin des voyages, nous avons vécu beaucoup de frustration, si je m'abuse, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, qui m'ont conduit à faire un constat, c'est que dans tout ce qui se passait, nous avons renoncé à beaucoup de choses. Moi je suis une femme, j'aime le shopping, mais je n'ai pas fait de shopping cette année-là. Seulement l'une des choses qu'on faisait malgré la pandémie, c'était se nourrir. C'est comme ça que je me suis dit, mais attention, ça peut être intéressant, je vais regarder ce domaine-là. Déjà que je suis petite fille d'agriculteur, donc du coup, je me suis dit, je vais un peu recommencer à flirter avec ce milieu que j'ai eu à vivre quand j'étais petite en allant passer des vacances au village. Moi j'ai dit, je vais essayer de regarder, et là nous sommes en train justement de faire plusieurs tests pour voir un peu quelle activité
lancés, donc sont dans la phase test. Alors, il me reste une minute. Concernant les clés du succès, on va en parler. Voilà les clés du succès. Nous avons, il y en a plusieurs, hein, je ne vais pas être exhaustive, mais je vais vous parler de celles qui m'ont le plus marqué. Le travail, vraiment, il faut être travailleur. Le travail paye. Et le travail met tout le monde d'accord. Vous pouvez être dans un environnement où on ne vous veut pas. Mais si vous travaillez dur, vous allez avoir les résultats. Soit on va vous garder parce que vous travaillez, soit on va vous enlever, mais on paiera le prix de votre absence. En parlant de travail, je vais parler également de l'amour du travail, c'est-à-dire quoi? Ne le faites pas comme un forçat, ne le faites pas comme quelqu'un qu'on a obligé. Apprenez à aimer ce que vous faites. Quelle que soit l'activité que vous aurez, et je vous souhaite de faire l'activité que vous aurez choisie, parce que moi, je fais l'activité que j'ai choisie. J'ai été formée là-dessus et j'exerce là-dedans, je me sens épanouie. Mais le contexte pratique peut vous amener à faire face à des difficultés qui vous donnent envie d'abandonner, qui vous donnent envie de vous décourager. Non, aimez votre travail. Tant mieux s'il est dans le domaine que vous avez choisi, mais s'il n'est pas dans le domaine, ce n'est pas grave. On peut exceller partout. Chacun de nous est doué quelque part. Et lorsque vous vous retrouvez dans une activité, faites l'effort de donner ce qu'il y a de mieux chez vous dans cette activité-là. Alors, autre conseil, autre clé du succès à mon humble avis. J'ai parlé déjà de son travail, je vais parler de l'abnégation, je vais parler de la persévérance. N'abandonnez jamais. Vraiment. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est le fait de pouvoir dépasser sa peur. Quelqu'un qui a peur et il s'arrête n'est pas comme celui qui a eu peur et qui a avancé. C'est ça, être courageux. Nous avons également comme autre conseil, j'ai également comme autre conseil, l'organisation. Vraiment, soyez organisés. En étant organisé, vous allez sauver du temps et de l'énergie. Parce qu'il peut arriver des moments où vous serez appelé à faire beaucoup de choses, mais dans la journée de 24 heures, il n'y a que 24 heures. D'accord? Si vous permettez la répétition. Il y a des gens, lorsqu'ils vous parlent de leurs activités, vous dites, mais comment ils font? Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Le secret, c'est l'organisation. Soyez organisés, éliminez de vos vies les futilités, soyez organisés, puisque comme je l'ai dit, la journée a le même nombre d'heures pour tout le monde. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel et surtout sur ce qui vous plaît. Le professionnalisme, bien entendu, lorsque vous serez dans les conditions de travail, faites ce qui est attendu de vous, de la manière qui est attendue de vous. Il y a la loi, il y a les procédures, il y a les normes, il y a les consignes. Faites ce qui est attendu de vous. Et soyez professionnel aussi dans le sens où vous devez savoir faire la part des choses. Je le précise parce que c'est ce que je dis toujours à mes stagiaires, aux nouvelles recrues lorsqu'elles arrivent. Ce n'est pas parce que je ne m'entends pas avec M. X que ça veut dire que je ne dois pas faire mon travail lorsque ça concerne M. X. Si vous le faites, vous n'êtes pas professionnel et c'est un motif de licenciement. D'accord? Soyez professionnel, soyez cohérent dans votre démarche. On ne s'aime pas, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de se respecter. Et j'embrasse sur le respect. Soyez respectueux, respect mutuel, respect de vous-même également. Comme il faut aller vite, je parle du respect de soi-même pour embrayer sur le fait qu'il faut donc penser à soi. Penser à soi, c'est quoi? Dans vos différentes activités, trouvez le temps de vous nourrir. Vous ne pouvez pas faire de grandes choses si vous êtes tout le temps malade parce que votre organisme ne tient pas. Le premier médicament, c'est la nourriture, c'est l'eau. Donc trouvez le temps de vous nourrir, nourrissez votre corps, nourrissez votre esprit. Faites du sport, parce qu'également ça participe de l'état de santé qui est le vôtre, de l'état de votre corps, de votre résistance aux attaques microbiennes. Ça peut avoir l'air bizarre, mais je vous assure que nous, dans notre métier de gestionnaire des ressources humaines, nous avons beaucoup de gens qui craquent pour des raisons médicales tout simplement, parce qu'ils ont accumulé beaucoup de choses, ou bien ils étaient mal organisés, et à un moment donné ils ont craqué. Et quand vous craquez, tous vos rêves, vous les mettez en berne. Également, je vais terminer avec l'humilité et la foi. L'humilité, madame l'a dit tout à l'heure. Vous savez quelle est la réputation des étudiants de la Cato. On dit qu'ils sont vantards. Moi, je dis, nous sommes conscients de nos capacités sur le terrain. Puisque les diplômés de la Cato, en général, sur le terrain, font un grand effet. Mais pour faire ce grand effet-là, il faut pouvoir avoir l'opportunité de démontrer ses capacités. Lorsque vous allez en entreprise,
vous allez en vous disant, j'ai fait de grandes études dans la meilleure école du Cameroun, oui, mais je peux apprendre de n'importe qui. Quand vous arrivez, vous êtes humble. La secrétaire n'est pas directeur, mais elle est dans son métier, c'est qui connaît le mieux l'activité. D'accord? Donc vous l'écoutez, vous prenez des notes. Le balayeur, 30 secondes. voilà, merci, excusez-moi. Le balayeur également est bon dans son domaine, le directeur est bon dans son domaine. Donc soyez humble, ouvert, soyez curieux. N'hésitez pas à poser des questions lorsque vous avez des difficultés, mais faites-le de manière respectueuse. Et je termine par la foi, j'en ai parlé déjà. Je le dis en dernier, pas parce que c'est le moins important, c'est le plus important, parce que c'est la foi qui va vous faire pousser des ailes dans tout ce que vous allez entreprendre. Je vous remercie. Merci beaucoup, René. Alors, n'hésitez pas à noter et à vos questions. On va poser des questions tout à l'heure. Alors, je vais sans plus tarder passer la parole à M. Pierre-Alfred Mununga, qui a beaucoup sûrement de choses à nous dire, mais qui va faire l'effort de rester dans nos clous de 10 minutes, 12 minutes. Tout à fait. Le projet Pas c'est plus un projet de retour au Cameroun après 16 ans d'expatriation qu'autre chose. Donc j'accepte de prendre le job basé chez moi au Kola. Je vis au village, je travaille en télétravail 50%, 50% je vais en mission. Donc là je viens du village, tout droit comme ça. Ouais. Donc voilà ma modeste expérience, je travaille avec 4 ans d'expérience sans discontinuer depuis ma sortie de la Cato. J'attaque la 25e année bientôt. Donc, voilà pour la partie expérience. Je voulais vous parler un peu du programme Jeunes Diplômés. Très important pour ceux qui vont attaquer, qui vont affronter, qui vont essayer d'aller s'exercer ou se défier à ces programmes. Il existe, c'est beaucoup. Ce que je peux vous dire, pour réussir dans un programme de Jeunes Diplômés, il ne faut pas être le premier de la classe. Parce que ce qu'on recherche dans les programmes de jeunes diplômés, c'est les aptitudes, c'est du potentiel qu'on recherche chez les candidats. Du potentiel. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Vous avez vu votre jeune dame qui est présente du pré, c'est bon. Dans sa salle de classe, il y a un qui a 18 de moyenne matin, midi, soir. Lorsque nous recevons de telles candidatures en face, on s'est fait très vite le distinguo de ceux qui ont le potentiel et ceux qui n'en ont pas. Elle a le potentiel, pourquoi? Parce qu'elle fait un. Par exemple, là, tout à l'heure, elle a présenté la session. C'est qu'on appelle ça en langage de ressources humaines, l'aptitude à communiquer. En anglais, on appelle ça communication skills. Si tu ne pratiques pas, tu ne l'auras pas. Tu peux avoir 25 de moyenne si tu veux, ou 150% de moyenne. Si tu ne te mets pas là pour parler aux gens, tu fais des petites erreurs, une fois, deux fois, tu t'exprimes éloquemment, ça va le temps que ça vient. C'est ça qu'on appelle le potentiel. Et l'aptitude à communiquer est une aptitude, en fait, ça devient une compétence plus tard, c'est une aptitude clé quand on veut être un grand dirigeant. Les grands dirigeants ont une seule chose, c'est un communicateur. Ok? Je vais continuer. Pour ceux qui veulent faire des grands programmes internationaux. La capacité à gérer les gens, elle l'a. Beaucoup de vous ne l'ont pas. Gestion d'équipe est une compétence clé quand on veut réussir. Elle, en tant que présidente du CLE, c'est ça le CLE, elle a déjà affaire à des collaborateurs, je dis les membres de l'équipe, qui ont parfois des comportements compliqués. Il y en a, je ne peux pas venir demain travailler, vraiment tu me fatigues ton histoire là, vraiment moi j'ai mes choses à faire. Vous voyez, elle commence à voir, elle côtoie ce qu'on appelle les situations de travail au quotidien, que beaucoup d'entre vous n'ont pas. Et nous, les recruteurs, à un certain niveau, on sait identifier avec les outils modernes ceux qui ont ces aptitudes-là qu'on appelle le potentiel et ceux qui ne les ont pas. Aujourd'hui, quand vous allez en entretien, vous allez avoir affaire, même vous là, les jeunes, à ce qu'on appelle competency-based interview. Les entretiens centrés sur les compétences. C'est un outil, c'est une technique de recrutement qui va regarder les expériences passées pour prédire l'avenir. Et quand on fait le competency-based interview, tout de suite on sait celui qui a eu une petite expérience et celui qui n'en a jamais eu.
de sel. Ceux qui font la cafette, ils commencent à s'habituer à rendre compte. Ok? Alors, comptabilité, il faut faire le bilan à la fin de l'exercice, un bilan. Ceux qui ont appris la comptabilité en classe ou le bilan en classe ne le pratiquent pas. Donc, le conseil que je vous donne, mes amis, les activités extra-académiques sont d'une importance capitale. Prenez des responsabilités, associations, chorales. Je ne sais pas encore, on en a plein ici. N'hésitez pas, les gars. Dans une famille, il y a un deuil. Tout le monde fuit. Là, tu prends, tu dis, ok, non, je vais organiser. Tu commences à aller négocier les temps, de négocier, tu commences à te... Oui. J'ai géré, Est-ce que vous pouvez une seule question qu'on a l'habitude de poser aux jeunes? Est-ce que vous pouvez nous parler d'une expérience de gestion des hommes que vous avez eu, faire machin, quelles sont les leçons, comment vous en avez pris? Tu peux dire que non, moi j'ai géré le deuil de ma mère. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des hommes compliqués qui ne voulaient pas ceci. Bon, j'ai réussi à les convaincre avec la méthode. Parce qu'il y a aussi la negotiation skills. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de choses. La capacité à négocier, la capacité à communiquer, la capacité à gérer les équipes, la capacité à gérer les situations difficiles, la capacité à se fixer des objectifs. On les trouve dans des situations de gestion d'association, gestion de club. Vous voyez les amis, c'est très important. C'est pour ça, il faut aller vérifier. Les majors de classe, je ne dis pas qu'il ne faut pas être major. Très peu de majors de classe sont ceux qui sont au top de carrière après les universités. Il faut apprendre les leçons, c'est important. Mais en plus d'apprendre des leçons, intéressez-vous aux activités qui peuvent vous faire développer des compétences à minima. Des compétences à minima. Je dis bien des compétences, on n'a pas des compétences, mais des compétences à minima qui peuvent être perçues plus tard face à l'employeur comme ce qu'on appelle un potentiel. C'est candidat à quelque chose que l'autre n'a pas. Vous voyez? Et lorsque vous, à tous les niveaux, vraiment essayer de l'autre conseil que je fais combien de temps? Un conseil que je vais vous donner, quand vous sortez de l'école, vous êtes tous, il n'y a personne qui devient dirigeant une fois. Ce qu'on appelle dans Ram Salam appelle ça leadership passages, le passage de leadership. Ok? Dans le Ram Salam, vous avez le premier niveau que vous allez tous, par lequel vous allez tous passer. On appelle ça manage self. Vous connaissez ce que ça veut dire manage self? Hein? On ne va pas faire le mono, on n'est pas l'église. Manage self, c'est quoi? C'est se gérer. Merci beaucoup. C'est une compétence. C'est la première compétence de leadership. La capacité à se gérer soi-même. C'est le premier niveau de leadership qu'un individu dans une carrière, même en entrepreneuriat, doit avoir. Parce que, là-dedans, tu dois apprendre à t'organiser. Je crois, ils en ont parlé avant moi. Comment je planifie mon temps, comment je planifie mes missions. Nous qui sommes dans l'audit, dans le cabinet d'audit, il faut être bien organisé. Les rendez-vous en clientèle, est-ce que je sais les faire attendre? Il faut être organisé. Deuxième chose dans la production. Vous qui serez assistant juridique là, ou assistant, vous allez passer par l'assistant. Quand vous produisez un document à votre patron, si votre patron vous retourne 3 fois, vous avez chaud. Quand vous avez un document, parce que vous commencez tous par la production avant la conception. N'est-ce pas? Quand je fais un rapport de réunion, je dois faire un compte rendu, ou alors un rapport de mission, pardon, fait qu'il n'y ait pas de faute. Sujet, verbe, complément, c'est ça en français. Le rouge partout. Le patron qui commence à vous corriger tous les jours, même si vous aimez commander, il va vous lâcher un jour. Elle a dit quelque part. Votre seul allié en entreprise, c'est votre capacité, c'est votre compétence. Il n'y a pas deux alliés. Je suis l'ami ou le cousin, le neveu de tel. On ne mange pas ça. Quand il faut faire des résultats, là, on ne connaît pas la parenté. On vous regarde les chiffres à la fin du mois, là, on dit c'est bon, c'est pas bon. Donc, quand vous faites votre production, assurez-vous que vous rendez des travaux de qualité. Le travail de qualité. Les jeunes, s'il vous plaît, le travail de qualité.
Si tu vas faire un PV, relis ton PV, fais-toi relire par quelqu'un d'autre. Il ne faut pas que ce soit ton patron qui vienne corriger tes fautes, s'il vous plaît. Sortez de la cadeau, scandale. Qu'est-ce qu'on vous apprend là-bas? Deuxième élément, conseil que vous donnez, l'intégrité. Le reste, sinon, quand j'ai un individu qui est brillant, un bon employé, il travaille bien, il est high performance, mais il a des diplômes éthiques. Chaque jour, quand on parle de fraude, il est dedans. Oh, la banque là, la caisse, son nom est tout dedans. Chaque jour, un client là-bas, il a le bac-6, donc tu vas me donner la commission. Des jeunes comme vous, on en a mis en prison des tonnes. J'ai licencié des DG dans tous les sens. Sur ce continent. C'est où on tue les DG? J'ai dit, je vais écrire ce livre. Sin of CEOs, le péché du DG. Ça est notre frère. Tu sais très bien que ta limite de dépenses est X. Tu invites des femmes au champagne, tu fais facturer. Sauf que tu oublies une chose, la comptabilité retrace tout. Il y a des amis. On ne comprenait pas l'éthique. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de performance sans l'éthique. C'est fini. L'éthique est une composante essentielle de la performance. On ne peut plus parler de vous comme un high performance, comme un high talent. Tu n'es pas intègre l'intégrité et chaque entreprise doit donner ce qu'on appelle des codes éthiques. Il y a des codes d'indépendance, il y a nous les auditeurs là, c'est la magie. On nous fait signer des codes, chaque jour que Dieu a créé. Moi aujourd'hui, pour donner l'exemple, je ne prends aucun cadeau d'un prestataire de service. Tu vas mettre ton cadeau, tu demandes au gars de l'audit de décharger ça, de partager aux employés. Je ne prends pas, je vais avoir aucun cadeau chez moi. Parce que chaque entreprise a ses limites. Quand tu commences à prendre le cadeau, on te soupçonne. Peut-être que tu favorises ces garçons-là. L'intégrité des amis. J'ai 24 ans de carrière, j'ai jamais eu de demande d'explication là, on voit assis là. C'était un mot demandé. Il y en a avec qui on est sorti de la gâteau, on avait le même niveau. À un niveau, ils se sont arrêtés parce que quand tu dois acheter des voitures d'une entreprise, tu es responsable de l'achat d'un parc automobile. Tu sors de là comme moi sans un seul véhicule. Un échelon comme ça, une fois, deux fois, une fois, deux fois. Le jour où l'audit passe par là, ou alors il a mal jonglé, il a mal reparti les commissions avec le gars dehors. Le gars va appeler, c'est bon, ton gars n'est pas sûr. Il lui montre les documents déjà en arrêt. Il ne faut pas faire ça. Parce que vous êtes formé au service de la justice. Et quoi? Vérité. Il faut respecter l'autre. Respecter l'autre, c'est quoi? C'est à la fois respecter son chef et respecter ses collaborateurs. C'est pas parce qu'on est patron ou alors qu'on est titulaire en emploi et qu'on est un stagiaire qu'on doit mépriser l'autre. Et si vous respectez l'autre, lui aussi vous respectera. Chacun vous rend ce que vous lui donnez. Donc donnez du respect aux autres et vous en aurez. Donc la deuxième chose que je vais citer ici, on en a parlé également, c'est l'humilité. En sortant de la cadeau, on sait qu'on est très fort, on est très bon. Il faut un peu d'humilité. Quand on est dans le monde professionnel, disons-nous simplement qu'on ne connaît rien. On va tout apprendre. Même si on a un bac plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Sachez que même celui qui est là, qui a le BEPC, de par son expérience, il a un plus par rapport à vous. Et il peut vous apprendre quelque chose. Et comme disait Jean de La Fontaine, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et moi, dans mes différentes expériences professionnelles, j'ai eu à apprendre des collaborateurs. Donc, j'ai su être humble à un moment donné. Et peut-être ce que vous ne savez pas, c'est qu'en démarrant le travail, dans ma formation, j'ai commencé comme pompiste. Justement, je pense que c'est une façon de nous apprendre l'humilité. Donc, j'étais là, dans les stations-service, je servais le carburant, ça fait quoi, une semaine. C'était pour connaître le travail des gens que j'allais devoir superviser par la suite. C'était une belle expérience parce que les gens passaient et puis ils voyaient que j'ai raté ma vie. Je suis quitté de la Cato, je suis pompiste. Les gens se moquaient de moi. Non, je vous garantis. Hein. Et ça vous apprend sérieusement l'humilité. Un gars vient, ah, c'est moi là. Je voyais comment on parle mal à ces gens-là. Et c'est des gens qu'il faut respecter parce qu'on leur dit tout et n'importe quoi. Quand vous êtes face aux clients, vous n'imaginez pas ce que les gens vous sortent. Et je vous dis, on a l'impression que ces gens ont raté leur vie. Et les gens avaient cette impression-là. Donc, quand, quelques temps plus tard, quand je finis ma formation,
et que j'ai mon véhicule 8 mois après, un véhicule neuf et tout ça, là, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui s'est même passé? Donc, il faut apprendre à être humble. Une autre chose qu'il faut avoir comme attitude, c'est l'esprit d'équipe. Il faut savoir que on a toujours besoin des autres pour faire un travail. On ne peut pas tout faire seul. Et Mandela disait, personne en agissant seul n'atteint le succès. Personne. Donc si quelqu'un vous dit qu'il atteint le succès seul, c'est qu'il vous ment. Ne croyez jamais ça. D'accord? Ensuite, une autre attitude que je vous conseillerais d'avoir, en plus de l'esprit d'équipe, il faut également pouvoir être disponible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous devez être au travail à l'heure. Votre patron ne doit pas arriver vous chercher. Et vous devez faire tout pour être là avant votre chef. Ça a l'avantage que quand lui il arrive, vous avez déjà commencé à faire certaines choses et vous êtes moins bousculé. Et il se rend compte que voilà quelqu'un, chaque fois que j'arrive, lui il est toujours là. Et vous marquez un bon point. Et ne jamais chercher à partir seulement à la fin de l'heure. Chez nous, on finit le travail à 17h15. 17h15, je plie mes affaires, je pars. J'ai eu ce type de collaborateur. Le gars, il arrive tous les jours en retard. Et puis à 17h15, il me dit je pars. J'ai un rendez-vous, je dois faire tel. Je dis stop, ça se passe pas comme ça. On part quand on a fini son travail de la journée. Si vous n'avez pas fini, vous ne partez pas. Donc, prenez la peine de finir votre travail et de partir. Et ça vous fait de bons points par rapport à votre hiérarchie. L'autre attitude qui va en droite ligne avec ce que je disais tout à l'heure, c'est la rigueur dans le travail. Les autres l'ont évoqué. Il faut faire un travail dont vous pouvez être fier. Travailler de façon acharnée, sans vous décourager. Cherchez toujours à vous dépasser. Cherchez à être le meilleur dans ce que vous faites, à être une référence et à ne pas trahir l'autre. Donc soyez honnête, dites la vérité, ne protégez pas les gens qui font mal. Osez dénoncer certaines choses. On parlait tout à l'heure de l'éthique. Parce que si vous ne dénoncez pas, vous allez vous rendre complice. En tout cas, on va vous considérer comme étant complice des autres. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire au niveau des attitudes. En termes de compétences maintenant, je vais vous parler de quelques compétences qui pour moi pourront être déterminantes pour vous dans le monde de l'emploi. Déjà, je vais commencer par une des compétences qui a été citée ici par mon prédécesseur, le co-panéliste qui est parti. Il parlait de leadership. C'est très important. C'est-à-dire que vous devez savoir mener les hommes. Vous devez savoir mener les hommes, mais non seulement les mener, mais aussi les inspirer, être exemplaire. C'est-à-dire que les gens doivent avoir envie de vous copier, de faire comme vous. Vous devez montrer l'exemple. Vous devez montrer l'exemple pour que plus tard, tout se passe bien. Bon, maintenant, les deuxièmes compétences que je vais citer, ça concerne beaucoup plus, disons, les étudiants qui ont fait une formation en commerce ou en marketing. Mais, Alfred l'a même dit tout à l'heure, ça concerne véritablement tout le monde. Il faut avoir les compétences en communication et en négociation commerciale. Il faut pouvoir savoir convaincre la personne qu'on a en face. Il faut être assez éloquent. Il faut que les gens aient envie de vous écouter, d'écouter ce que vous avez envie de dire. Et maintenant, la négociation commerciale également, hein, on enseigne ici et il faut pouvoir être un bon négociateur pour pouvoir non seulement faire passer les choses qu'on souhaite, mais également savoir faire les concessions. Parce qu'à la fin, une bonne négociation, ce n'est pas la négociation où on a tout obtenu et on a écrasé l'autre. Non, c'est une négociation où on part gagnant-gagnant, parce que ça va être une négociation sur la durée. Parce que quand on négocie un contrat, parfois c'est des contrats sur 5 ans, sur 10 ans, ou je sais pas, mais c'est dans la durée. Donc l'autre compétence que je vais citer ici, et qui a déjà été aussi citée par les autres, c'est les compétences en matière d'organisation et de gestion du temps. Si vous ne savez pas vous organiser et gérer votre temps, vous allez toujours être
déborder et avoir l'impression que vous avez trop de travail. Et l'une des choses les plus simples en matière d'organisation, on l'apprend dès la base, même à l'école primaire ou au collège. Il faut savoir faire simplement même au moins un emploi du temps. Ok, voilà ce que je vais faire aujourd'hui, de telle heure à telle heure, voilà. Faire des penses bêtes, se noter un certain nombre de choses et se tenir à ça. Faire le maximum pour respecter ce qu'on a à faire. Et puis maintenant, savoir gérer les priorités. Et si vous ne connaissez pas véritablement les priorités, rapprochez-vous de votre hiérarchie. Votre chef saura vous dire que peut-être ici, voilà ce qui pour moi est prioritaire ou pas. Et là, vous saurez comment vous orienter. Maintenant, une autre compétence que je vais citer, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut pouvoir s'adapter à la fois à son environnement, aux mutations qu'il y a dans son environnement, mais également aux mutations qu'il y a au niveau humain, donc au changement humain. C'est-à-dire quoi? Il faut s'adapter à son chef. Ce n'est pas le chef qui doit s'adapter à vous. Et tout à l'heure, quelqu'un le disait. Donc, ne pensez pas que oh, ce chef-là, il m'emmerde, il fait ci, il fait ça. Essayez de le comprendre et de faire en sorte de le satisfaire. Soyez bien vu par votre chef. Et les gens ont toujours quelque part l'impression que vous le connaissez quelque part. Alors que simplement, vous allez en droite ligne avec ce qu'il souhaite et vous avez compris son fonctionnement. Et ça vous permet de ne pas vous lamenter et de ne pas être tout le temps en train de bavarder, oh, qu'est-ce qu'il me veut. Ayez une attitude donc positive en vous adaptant aux différentes hiérarchies qui sont face à vous. Adaptez-vous au changement. Vous changez d'entreprise, il faut vous adapter rapidement. Adaptez-vous au changement qu'il y a dans même l'environnement camerounais ou l'environnement mondial. On a eu une pandémie, il fallait s'adapter, travailler en télétravail, etc. La capacité à s'adapter rapidement fait de vous quelqu'un qui se distingue. Ensuite, une autre compétence que je vais citer, c'est qu'il faut avoir des capacités, des compétences en termes d'analyse. Il faut savoir avoir des aptitudes en termes d'analyse, rapidement analyser les situations et avoir un esprit de synthèse. C'est-à-dire quand on vous présente un document, on vous pense quelque chose, il faut qu'on sache que voilà, ce gars-là, il traite toujours rapidement les dossiers. Comme ma collègue disait tout à l'heure, après on fait toujours appel à vous. Et vous marquez. Et ça fait qu'on se souvient de vous, les gens vous connaissent, on vous cite. Et ça fait que le moment venu, on pensera à vous pour une éventuelle promotion, quoi. Si vous réussissez à avoir ce type d'aptitude. Bon, maintenant, je vais terminer en termes de compétences en citant, bon, c'est pas une seule compétence, mais disons un ensemble de compétences. Il faut pouvoir être polyvalent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, à un moment donné, ceux qui pourront monter, c'est des gens qui, dans un service, dans une direction, auront des compétences diverses ou transverses. De sorte qu'on sait que celui-là, il n'est pas limité seulement à un seul domaine. Donc on lui parle de telle chose, il répond, on parle de telle chose, il répond. C'est quelqu'un qui est appelé à grandir et à faire de grandes choses. Donc voilà un peu ce que je pourrais vous dire en termes de compétences. Maintenant, en petit bonus, quelques conseils pour les erreurs qu'il faut éviter dans le monde professionnel. Je vais commencer par quelque chose qu'on cite souvent pour les étudiants de la Cato. Il faut éviter d'être arrogant et méprisant vis-à-vis des autres. Peu importe leur statut. Je vais vous dire, moi dans le monde professionnel, j'ai vu dans mon entreprise un monsieur qui a été rétrogradé et à la tête, au-dessus de lui, on a mis un gars qui avait été à l'époque son stagiaire. Vous imaginez? Et un gars qui était très arrogant. Donc ça lui a appris vraiment l'humilité. Il s'est mis au travail, il a changé. Et après, pour progresser, c'est son chef qui a dit que non, vraiment, le gars là, donnez-lui une promotion. C'est un gars qui est bien. Maintenant, il faut éviter de rester dans sa zone de confort. On l'a dit là tout à l'heure. Sortez de votre zone de confort. Ne restez pas là que non, moi je suis seulement commercial. Vraiment, vos histoires de finances, c'est trop dur, je ne fais pas ça. Apprenez. Apprenez des choses autres pour diversifier vos compétences. Ne restez pas figé par rapport à un certain nombre de sujets. Soyez ouverts. Maintenant, il faut également
On l'a dit tout à l'heure, hein, Alfred le disait, il parlait du péché des DG qui était au niveau des notes de frais. Il faut éviter d'abuser des biens et avantages de la société. Utilisez-les de façon rationnelle. Parce que dites-vous bien que quel que soit le cas, tout finit par se savoir. Et les choses vont vous rattraper. Si vous n'êtes pas suffisamment honnête, et ça peut vous coûter votre emploi. Maintenant, une des choses importantes qu'on comprend bien dans l'administration, mais parfois dans le privé, les gens ne le comprennent pas. C'est votre chef qui est à l'origine de votre ascension. Donc, donnez-lui tout le respect qui lui est dû. Ne l'interrompez pas en public, ne le contredisez surtout pas en public, parce que ça va le marquer très négativement et forcément, ça aura un impact sur votre carrière. Et il ne faut pas lui dissimuler des informations. C'est-à-dire quoi? Par exemple, votre N+2 vous envoie un sujet, il dit traitez-moi ça. Il ne met pas votre chef en copie. Et vous traitez, vous répondez sans mettre votre chef en copie. Un beau jour, votre chef apprend que vous travaillez sur un truc sans le mettre au courant. Ça va le mettre forcément en rogne. Donc, évitez ça. Il faut avoir une certaine transparence avec votre hiérarchie. Une autre chose qu'il faut éviter, on en parle beaucoup aujourd'hui, hein, même en termes d'éthique et tout ça, il faut éviter de faire de l'abus de pouvoir et d'amener les gens à faire des choses qu'ils ne souhaitent pas et qui sont contraires même à l'éthique ou à leurs normes ou à leurs règles personnelles. C'est-à-dire qu'il y a des employeurs ou des managers qui exigent parfois de certaines femmes qu'elles aient ce qu'on appelle quoi, promotion canapé. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'un sujet qui s'appelle le harcèlement sexuel. C'est un truc qui vous coûte votre emploi, peu importe le niveau de poste où vous êtes. Une fille écrit sur vous que non, le gars là, il m'a harcelé. Vous êtes dans tous les problèmes. Peut-être ici au Cameroun, c'est un peu moins que ça, mais si vous allez dans d'autres pays, vous perdez votre poste ou alors vous démissionnez même le temps d'être blanchi. Donc évitez ça. Et un truc dans lequel les gens plongent beaucoup, quand ils arrivent en entreprise, les ragots, les bruits de couloir, les racontages. Évitez ça. Parce que la personne avec qui vous parlez là, c'est elle qui va encore aller dire que le gars là m'a dit que. Et ça va remonter la chaîne. Un jour, votre DG est au courant et vous ne comprenez pas. À tous les coups, on vous sanctionne, on ne vous confie plus certaines tâches, on ne fait pas certaines choses. Vous demandez, mais c'est quoi, j'ai la malchance? C'est ce que vous avez dit. Votre bouche là, il faut savoir la fermer et rester sûrement, uniquement professionnel. N'allez pas dans les bruits de couloir. Bien, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Merci, j'espère que je n'ai pas été trop long. Peut-être qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Donc, Monsieur Francis Ondobo a sûrement des choses à vous dire. Bonjour à tous. Et désolé pour le retard. Désolé aussi pour la... Vous allez comprendre la différence d'accoutrement tout à l'heure, malgré l'intitulé de mon poste. Il avait été prévu, dans le cadre de notre activité, une descente sur le terrain. On devait conduire une mission de réception des travaux d'élagage sur les lignes électriques. Parce que pour maintenir les lignes électriques en bon état de fonctionnement, il faut absolument que le corridor sur lequel les lignes sont construites soit nettoyé. Sous le corridor, il y a une certaine distance des pylônes. Donc la mission avait été programmée pour aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps d'aller me changer, donc accepter. D'ailleurs, vous n'avez même pas le choix. Bon, je m'appelle Ondobo Menge Al Francis, promotion 95. Non, je n'ai pas votre âge. Non, je n'ai pas votre âge. Vous me donnez quel âge? J'ai 48 ans, cher ami. Voilà. Donc, je suis arrivé, j'ai fait le dernier bac avec l'oral, comme M. Menunga, que j'avais raté. Et j'avais raté parce que j'avais été sorti lors de l'épreuve de maths. Pourquoi j'avais été sorti lors de l'épreuve de maths? Parce qu'on avait fait une erreur sur mon nom. Et comme mon père était mort 2 semaines avant, et que je n'avais pas mon acte de naissance avec moi, parce que ma mère était encore en train de faire le veuvage, il fallait qu'on rentre au village. Donc j'étais obligé de sortir. Et l'épreuve, la fonction, c'était
4X, expo de moins X. C'est ça qui m'avait coulé mon baccalauréat. Donc je l'ai eu en 95 au lycée bilingue de Limbé. Je suis entré en 1995, justement on était 60. À l'époque, c'est le père de Becker qui organisait les examens, qui est décidé quelques temps après. Soignez votre français. Moi j'ai un bac A, donc ça passe très mal chez moi. J'ai un bac A, mais je me suis battu pour forcer avec les mathématiques parce que je voulais faire finance et comptabilité. Si vous ne savez pas rédiger une lettre de motivation, ne cherchez pas. Vous perdez le temps. Pareil pour le CV. Vous faites des CV, on a l'impression, c'est quelqu'un qui a le bac, qui écrit ça. Et la non-maîtrise de la langue française va vous suivre. Comment vous allez rédiger un rapport? Vous allez faire comment? Il n'y a pas le point, pas de virgule, une phrase sur 3 lignes. Démerdez-vous. Parce que dans les actes du conseil, il faut qu'on vous dise quelle est la vérité. Dehors, c'est dur. Les gars sont prêts. Dehors, c'est dur. Ce n'est pas assuré. Ils ont déjà évoqué, ils ont dit beaucoup de choses sur lesquelles je ne vais pas forcément revenir. Battez-vous. Vous devez travailler. Cherchez le travail. Donc, allez savoir comment on rédige une demande d'emploi. Comment on rédige un CV. On a coutume de dire que non, je ne peux pas. Il faut être dans un réseau. Est-ce que vous savez que vous êtes dans un réseau ici? Vous savez que ça, c'est un réseau. Que non, je ne suis pas dans le réseau. Il faut qu'on me tienne pas. Vous êtes quoi, un enfant? Il faut être dans lequel réseau? Vous là, vous êtes là. Le créer là, c'est un réseau. Les gars qui vont à la bibliothèque, c'est un réseau. Le match de foot, que je ne sais pas s'il y a encore le terrain de foot ici, c'est un réseau. La tontine, c'est un réseau. La recherche d'emploi, vous allez partir, vous lisez le Cameroun Tribune. C'est l'un des plus grands pouvoirs d'emploi au Cameroun. Et j'ai oublié, j'étais directeur adjoint Fondation Interprogrès chez M. Zumba, de la cellule appui conseil au PME. Je gérais 450 PME et artisans. Ça, j'avais oublié même. Et c'est dans le Cameroun Tribune que j'avais eu l'ouvre. Quand vous réussissez à faire un bon CV qui tape dans l'heure, on va vous appeler. Et même si on ne vous recrute pas, votre CV a tapé dans l'heure, c'est déjà un bon point. Moi, j'ai fait des tests dans le Cameroun, moi j'ai été sélectionné. Parce qu'on a vu, je n'ai pas de très beau diplôme, on a vu tout ce que j'avais fait. On vous a dit ici, il faut intégrer, il faut avoir des occasions d'avoir managé les équipes. Moi, j'ai été membre de l'équipe de l'INGS en judo, par exemple. J'ai fait des consultations, j'ai travaillé dans des champs, j'ai organisé des petites choses. Et ça sauve. Oui. Parce que justement, pendant les entretiens, on vous demande de raconter une situation dans laquelle vous avez fait ci ou ça. Ça sauve. Il vous a parlé du deuil, ce n'est pas faux. Si TikTok, wow, c'est pas ça. Vous perdez le temps sur des conneries. Vous n'aurez rien. Aujourd'hui, il y a des formations qui coûtent $10. J'en fais. Je suis sur $10 sur la modélisation financière. Et quand vous avez payé, le lien reste dans votre machine. Donc vous pouvez consulter, reconsulter. Or, vous allez passer le temps sur TikTok ou sur quoi, c'est sur Instagram, ou regarder Snapchat, c'est quoi, je ne sais pas comment on l'appelle. Vous perdez le temps. Si vous ne vous cultivez pas, si vous ne lisez pas, rentrez chez vous. La concurrence est rude, mes amis. Ce n'est pas le voix bébé, mes amis. Ce n'est pas la blague. La concurrence est rude. Si vous n'avez pas le niveau, vous mettez de côté. Même si vous avez passé votre temps à tricher, on va le voir très facilement. Il faut travailler avec acharnement. De toute façon, vous n'avez même pas le choix. Et il faut se concentrer sur ce qui est important. Commencez à épargner quand vous allez avoir votre boulot. Commencez à épargner le premier jour. Beaucoup ici vont se dire encore, on va me donner, il va d'abord acheter ceci, ça, et puis le talon là, et puis le foulard là, et puis les machins là. Ok, achetez. Mais vous préparez votre tête dès le début. Si vous ne vous formez pas continuellement, vous serez largué. Ça, je vous préviens, je vous répète, la concurrence est
Impitoyable. Le label de la CATO ne suffit plus. Soignez votre style. Je vous dis, je vous le répète, moi je vois votre dossier, votre lettre, avec les photos. Je ne peux même pas regarder. Vous savez combien de lettres de demande d'emploi on reçoit par jour, par exemple? Vous ne pouvez pas savoir. Concernant la recherche d'emploi, j'ai souvent... Il me reste combien de minutes? J'ai souvent demandé, ok, vous cherchez, vous devez déposer beaucoup de CV, combien? 15, ok. 15. C'est beaucoup? Ouais, c'est trop, ok. Vous savez combien de dossiers vous pouvez déposer dans l'immeuble de la caisse d'amortissement? Au moins 6. Vous traversez là-bas, vous allez à la SNI, vous savez combien vous pouvez déposer? Au moins aussi 6, disons. À l'immeuble CNF, vous savez, vous pouvez déposer même 5. Ça fait déjà, quoi, on va dire, ça fait plus de 15. Vous n'avez pas fait tout Yaoundé, vous n'avez pas fait tout, vous cherchez le travail. Mais vous êtes des rigolos. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous cherchez le travail, intéressez-vous à l'entreprise même. Ils font quoi? Le crédit foncier, c'est quoi? Allez lire. Parce que même dans votre lettre de motivation, sur 3 lignes, vous pouvez parler juste un peu pour que le gars qui lit, sans que vous ayez fait des recherches, et c'est un élément. Ah oui. Donc, utilisez vos médias pour meilleure utilisation. Et TikTok fait des slides, ça perd le temps. C'est impitoyable. Et puis, si vous avez cette attitude-là, sur les réseaux, ça va se dépeindre même sur votre propre vie. Votre mari va vous quitter. Votre femme va vous lâcher. Oui, moi, j'ai rien. Ouais, j'ai rien. Mais c'est impitoyable. Et après, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Si vous ne vous adaptez pas à votre contexte, je vous dis, vous perdez votre temps. Démerdez-vous pour travailler avec objectivité, avec acharnement, avec force, courage et conviction. Si ce n'est pas le cas, n'assistez même plus aux conférences. Parce que vous perdez votre temps. Si vous ne travaillez pas d'arrache-pied, moi je vous dis, et vous a dit, le majeur n'est forcément pas le mieux loti. Parce que parfois c'est un concours de circonstances qui peut vous amener. Et c'est votre attitude, votre comportement. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous observe. Toujours. Quel que soit ce qui se passe, il y a toujours quelqu'un qui dit non, la fille là, quand même. Non, le monsieur là, quand même. Toujours. Même si vous avez l'impression que vous travaillez comme vous ne regardez pas, il y a toujours quelqu'un qui vous observe. Bon, je crois que ça peut aller comme ça. Un Dieu s'est donné, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris mon rejet. Oh, il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris ma dépression. Il a pris ma dépression. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Fidèle, fidèle. Il est fidèle.
Mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour. Merci. Alors, je voudrais d'ores et déjà vous remercier pour ce brillant et même, ma foi, très édifiant partage d'expérience de cet après-midi. Ma question va donc à l'endroit de M. Nzana François et même à tous les panélistes d'ailleurs, vu que vous avez tous, ou presque tous, insisté sur l'adaptabilité. Alors, il m'est arrivé de faire des stages. Vous avez peut-être un patron, chef, qui vous êtes recruté dans l'entreprise, vous travaillez peut-être en tant que cadre et tout. Vous avez du travail à faire, mais il vous envoie peut-être aller faire des avocats, il vous envoie peut-être acheter des médicaments, il ne vous donne même pas l'argent de taxi. Il entre dans votre bureau, il ne dit même pas bonjour, il se comporte de façon bizarre. Bref, on reconnaît quand même qu'il y a des chefs qui ont des comportements bizarres. Alors ma question, c'est de savoir jusqu'où il faut supporter, quelle est la limite à ne pas franchir et comment réagir même face à ces comportements-là de nos chefs à qui on doit justement respect et tout ce que vous avez évoqué. Merci. J'aimerais savoir qu'est-ce que la FIDUCAC prévoit pour nous qui sommes étudiants ici. Est-ce que les années à venir, il y aura des conférences comme celle-ci? Parce que vous voyez, aujourd'hui, il a été difficile, par exemple, de remplir toute l'amphi. C'est avec le temps que les étudiants sont venus. Donc, et de par la conférence qui est très importante et je vois qui est très pertinente, qui peut servir, surtout pour nous qui sommes en train de sortir et nous qui nous frottons déjà au monde professionnel, est-ce que la FIDUCAC prévoit de multiplier ce genre d'activité et tout? C'est ce que je voulais savoir. Merci. Je remercie le panel déjà pour les conseils que vous nous avez prodigués. Ma question s'adresse à Madame Kachi. J'aimerais savoir, pour moi qui veut travailler au service de l'État, j'aimerais intégrer la fonction publique. Mais je suis découragé par la corruption, le favoritisme et parfois la non-reconnaissance du mérite. Ça me décourage. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour nous qui aimerions travailler dans la fonction publique? Merci. Qui a dit que lorsqu'un patron vous envoie parfois faire ses petites courses, acheter de la nourriture et autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Et parfois on a même des patrons qui ne savent pas dire bonjour, donc ils ne sont pas assez polis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et elle a demandé tout à l'heure jusqu'où on peut supporter, jusqu'où est-ce qu'il faut supporter à tête. Et comment réagir face à ces chefs-là, qui, à son avis, dépasserait peut-être les limites. Bon, moi, mon avis sur la question, c'est que premièrement, le fait que l'autre en face soit impoli ne doit pas faire de vous une personne impolie. C'est-à-dire, même si la personne ne vous dit pas bonjour, il y a des chefs comme ça. Hein. Dites toujours bonjour, même si on ne vous répond pas. Et quand vous dites toujours bonjour, ça se remarque. Même celui qui ne répond pas, il sait que vous dites bonjour. Et le jour où vous ne dites pas bonjour, il va même se fâcher. Oui. Donc, soyez poli, soyez courtois. Je pense que c'est une des choses qu'on vous apprend aussi ici. Sachez être poli vis-à-vis de tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, autant vis-à-vis des chefs que vis-à-vis des collaborateurs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport aux limites que vous avez demandé tout à l'heure, j'ai envie de dire que chacun se fixe ses propres limites. Hein. Tout le monde a une limite et elle n'est pas la même pour tout le monde. Donc, quand vous sentez que vous êtes à bout, que vous ne pouvez plus supporter, maintenant, à ce moment-là, vous avez des voies de recours. Parce qu'en aucun cas, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut manquer de rester à votre hiérarchie. En aucun cas, même si vous avez l'impression qu'il a tort, évitez ça. Parce qu'en management, ce qu'on apprend, c'est que le chef
a toujours raison. Hein? Moi, quand je commençais le travail, mon premier formateur, il m'a dit, il y a une règle. Enfin, il y a 2 règles. Il m'a dit qu'il y a 2 règles dans le travail. La première des choses, c'est que le chef a toujours raison. La première règle, c'est que le chef a toujours raison. Et dit règle numéro 2. Quand le chef a tort, qu'on fait règle numéro 1. C'est pour dire que c'est pas à vous de juger votre chef. Même si, entre guillemets, il se comporterait mal, c'est pas à vous. Vous êtes un collaborateur. Et s'il a un bon manager, il ne vous donnera pas raison officiellement. C'est pour ça que vous allez voir, hein, il y a un gars dans ce pays qui s'agite, il a peut-être raison dans le monde du sport. Il s'oppose à un ministre. Le ministre, c'est sa hiérarchie. Même s'il a raison, l'État ne lui donnera jamais raison face à celui qui l'incarne. Vous comprenez? Peut-être derrière, on va venir dire que toi aussi, tu exagères. Si tu continues, on va peut-être te virer, mais on va pas te faire perdre la face devant un collaborateur, sinon on sape ton autorité. Donc, évitez ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, pour être plus concret, les recours que vous avez, c'est premièrement, vous avez un N+2, vous avez un chef, lui il a un chef, vous remontez l'information à son chef, en disant, voilà, ce monsieur, moi je trouve que il exagère un peu, il dépasse ses limites, il a fait ci, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment dois-je me comporter? Et puis lui, normalement, il va parler à son collaborateur et le recadrer, pour lui dire de rester professionnel. Maintenant, il peut y avoir d'autres recours. Vous avez les ressources humaines. Ce sont eux qui sont chargés de gérer ce type de choses. Vous allez vers les ressources humaines, vous dites, bon, moi je trouve qu'il y a un manager qui se comporte pas bien et tout ça, il a fait ce qu'on pas qui se comporte pas bien, qui a fait telle ou telle chose, parce qu'il ne faut pas juger. Il ne faut pas faire de jugement de valeur, il faut décrire les faits. Donc, un chef qui a fait ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je me sens gêné. Je suis à bout. Comment je peux continuer à travailler avec cette personne-là? Je n'ai même plus envie de me lever pour aller au travail le matin. Et les RH devront prendre leurs responsabilités. Au cas où c'est même très grave, dans des entreprises ou des compagnies comme celle où je travaille, Total Énergie, on a ce qu'on appelle un comité éthique. Vous écrivez au comité éthique et c'est anonyme. Si le comité éthique local ne répond pas, vous écrivez au comité éthique qui est international. Et là, vous aurez automatiquement une réponse. Et face à ça, le manager est obligé de changer. Donc, il ne faut pas se dire que le manager peut nous écraser et on reste là calme. Si on a raison, je l'ai dit tout à l'heure, il faut pouvoir faire entendre sa voix quand on a raison. Il ne faut pas se laisser abattre. Tu sais que tu as raison, un gars vient te dire des inepties, tu acceptes. Moi, j'étais à une formation, un formateur vient, il me dit, il nous dit, oh vraiment, voilà comment on calcule le taux de marge. Et son taux de marge, il fait la marge sur le chiffre d'affaires. Or, le taux de marge, c'est une marge sur un prix d'achat. Bon. Les comptables qui sont là. Moi, je ne suis pas comptable, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est ce qu'on appelle un taux de marge. Mais il fait accepter ça à tout le monde. Et je suis le seul dans la salle à dire, moi, je n'accepte pas ça. Et moi, dans ma filière, on ne va pas faire ça. Je ne calcule pas comme ça. Je n'accepte pas ça. Et je n'ai pas accepté ça. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit un truc qui n'est pas vrai et que vous avez peur, vous devez rester là dans votre coin. Non. J'ai dit, il faut savoir prendre des risques, faire preuve de courage. Et ça marque, hein. Donc, voilà un peu, peut-être j'ai été un peu long, mais voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Vous avez un contrat avec votre employeur. Vous êtes une compétence, vous êtes une ressource humaine, au même titre que le directeur général. Tout le monde signe le contrat. Dans ce que vous avez à faire, rassurez-vous d'abord que vous respectez le règlement intérieur que vous avez lu et que vous avez approuvé. Lu, approuvé, vous signez, vous mettez la date. D'abord, le règlement intérieur. Deuxième chose, votre fiche de poste vous demande de faire quoi? Est-ce que je fais d'abord ce qu'on me demande de faire? Maintenant, pour ce qui concerne le harcèlement, enfin, l'attitude du manager, comme il a dit, vous référez à celui qui est au-dessus, parce que le principe de l'entreprise, c'est le reporting. Voilà ce qui s'est passé, j'ai fait un mail. Oui, monsieur. Je fais un mail. Pour qu'on sache comme ça, demain après, le monde dit, qu'est-ce que vous avez fait? J'avais fait un mail. Maintenant, ce qu'on fait du mail, ça ne vous regarde pas. Mais j'avais parce que si demain il y a un problème, c'est vous présenter. Vous pouvez, comme il a dit, vous adresser aux ressources humaines, parce que les ressources humaines détiennent les dossiers de chaque employé.
Mais je dis encore, je vous répète, comme il a dit, si vous dites bonjour, personne, on vous répond toujours dans le taxi. C'est pourtant que vous descendez. Et alors, bonjour, il n'a pas passé votre route. Bonjour, merci, au revoir, terminé, c'est tout. Comme il dit, il faut vraiment faire un mail. Faites le mail au N+1 de la personne. Et s'il n'y a pas de réponse, alors vous pouvez également faire un mail aux ressources humaines. Parce qu'il faut que la IHU soit au courant. Maintenant, si c'est les ressources humaines qui vous... Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, qui pose des problèmes. Soit vous faites le mail à l'audit, soit vous faites le mail au supérieur des ressources humaines. Parce qu'il ne faut pas que vous soyez harcelé et que vous le gaziez. Donc, il ne faut pas avoir peur de dénoncer les harcèlements en entreprise. Nous sommes totalement contre ça. Donc, moi, j'ai une situation comme ça où j'ai eu à recevoir des mails, en fait, un mail d'un stagiaire qui se plaignait. Donc, après, bon, le rôle de l'audit, c'est de mettre la personne devant ses responsabilités sans exposer le stagiaire. Et le supérieur hiérarchique fera la même chose. Donc si ça arrive, vous faites le mail au supérieur hiérarchique de la personne et vous faites un mail aux ressources humaines. Si c'est les ressources humaines qui sont concernées, vous faites le mail au supérieur hiérarchique des ressources humaines, vous faites le mail à l'audit interne. Et s'il n'y a pas de réaction, vous faites le mail à la direction générale. Parce qu'il faut vraiment que ce soit su. Donc, après, bon, il y a aussi un autre pan que je voudrais souligner. Bon, ce n'est pas tout le monde qui va être obligé de rester au Cameroun. Je voudrais aussi vous préciser que la mentalité ailleurs est un peu différente. Au Cameroun, vous pouvez faire des propositions, c'est très important. Mais ne contredisez pas votre chef. Ne contredisez pas votre chef. Moi, j'étais en réunion avec mon chef à l'époque, j'étais très, très agité. Et mon chef, qui était le directeur général, a dit quelque chose. Et moi, j'ai voulu compléter sa réponse. Alors, après, on m'a tiré, on m'a fait comprendre qu'on ne fait pas ça. Tant qu'elle ne te dit pas, veuillez compléter mon argumentaire, tu ne parles pas. Tu ne l'ouvres pas. Voilà. Donc, c'est le chef qui a toujours raison. Maintenant, si le chef te dit, complète ma réponse, parce que ça aussi, ça va après. Là, tu peux compléter, mais prudemment. Par contre, j'ai travaillé un peu en Europe, à Carrefour France. Alors, à Carrefour France, ce n'est pas la même chose. À Carrefour France, on me reprochait de ne pas être force de proposition. Ce n'est pas la même culture. Donc, ici en Afrique, je pense qu'il vaut mieux s'en référer au chef. Maintenant, si c'est une culture différente, vous allez vous adapter. Vous allez voir comment les autres font. Parce que moi, à un moment donné, j'ai eu une demande d'explication parce qu'aux réunions, je ne parlais pas. Oui. Donc, on me demandait, il faudrait que la prochaine fois à la réunion, on sache votre point de vue et vous devez venir avec au moins 3 propositions. Ce n'est pas exactement le même contexte. Donc, il faut savoir chaque fois adapter. Mais comme ça a été bien précisé, toujours respecter son supérieur hiérarchique, ne pas aller contre son supérieur, qu'on soit ici, que ce soit aux États-Unis, soit en France, ne pas aller contre son supérieur hiérarchique, mais comme je dis, il peut avoir en fonction du lieu, il peut avoir quelques ajustements à faire. Donc, je pense que j'ai été... Alors, je ne sais pas si tu voulais rebondir, parce qu'il faut vraiment qu'on soit précis. Il ne faut jamais contredire son supérieur. Je dis bien jamais. En public, c'est grave. Il ne faut jamais le faire. Parfois, quand il se trompe, par exemple, moi je suis membre du comité de direction. Si je ne suis pas interpellé, je n'interviens pas. Hors de question. Surtout que je suis avec mon directeur. Et généralement, le directeur général parle avec les directeurs. Maintenant, s'il y a un point spécifique sur lequel il veut un point de vue, par exemple, moi j'avais été interpellé par le directeur général. Et c'est là pour vous montrer que vous maîtrisez. Vous ne contredisez pas votre directeur, non. On va vous demander, bon, voilà, qu'est-ce que vous pensez, dites-moi comment on peut faire pour recouvrir tel. Vous invoquez la loi que vous maîtrisez. Vous invoquez OADA que vous maîtrisez. Dites, voilà, je pense sur la base des textes. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse, ça vient de moi, non, il y a les textes. Il y a la conformité réglementaire, il y a le cadre réglementaire qui dit que, en s'appuyant dessus, voilà quel type d'action on peut mener. Jamais contredire. Même quand vous faites le mail, appuyez-vous sur une disposition légale. Toi qui veux travailler dans l'État, disposition légale.
Prenez toujours d'abord l'acte de création de votre entreprise. Dans l'acte de création de votre entreprise, vous avez le cadre réglementaire. À part la Constitution, qui est la loi fondamentale du Cameroun, l'acte uniforme au OADA, je suis dans une entreprise publique. Dans la hiérarchie des normes, les conventions internationales sont dessus. Maintenant, il y a les lois nationales. Appropriez-vous d'abord ces lois. Et quand vous faites une proposition, dites bien que c'est telle disposition légale qui nous donne la possibilité de. Le style que vous utilisez doit être clair. Faites la proposition, ne donnez pas une injonction, non. Faites très attention. Parce que si vous le faites en public, le chef va se sentir blessé. Le directeur général va se sentir blessé. Parce que c'est lui qui aura recruté un directeur qui est con. Ah oui, oui. Et ça peut vous jouer le sale tour. C'est ce que je voulais dire. Vous savez, la FIDUCAC, c'est tous les diplômés de l'université catholique. Et vous savez, on a aussi beaucoup à l'intérieur, il faut qu'on soit structuré. Donc, il y a eu un moment où on a été obligé de bien se structurer nous-mêmes avant de faire un déploiement à l'université catholique. Désormais, donc, nous sommes présents à l'université catholique. Nous sommes beaucoup plus présents. On a un bureau qui nous a été donné, qui est en face du bureau du doyen de la faculté des sciences sociales et gestion. Donc, c'est notre bureau de la FIDUCAC. Mais on n'est pas souvent là, c'est vrai. Mais on va essayer. Je pense qu'il y a un recrutement qui sera fait en juillet pour renforcer un peu l'équipe. On va trouver quelqu'un qui va être souvent là à partir de l'année prochaine, parce que l'année académique est déjà terminée. Donc on sera là à partir d'octobre. Mais sinon, on a des sites, on a un site internet, fiducac.com, on a contact@fiducac.com, qui est notre adresse email. Mais l'objectif de la FIDUCAC, pour envoyer sur la question, que prévoit bon, déjà vous connaissez le président de la FIDUCAC, je vais vous donner mon mot. Mais donc ça fait qu'on peut rester en contact, mais tous sont membres de la FIDUCAC, donc c'est tout le monde. Alors l'objectif de la FIDUCAC pour les étudiants, c'est vraiment de vous rapprocher le plus possible des professionnels, pour que vous ayez, une fois sorti de l'école, déjà des aptitudes et une bonne connaissance du monde de l'emploi, du monde professionnel. Alors comment on fait ça? Aujourd'hui, on est venu, on a répondu à l'invitation du CREI. On est très content d'être là. Mais avant ça, on était à Douala. On a rencontré ceux de Douala. Un certain nombre qui étaient en vacances à Douala à l'époque. Le 27 janvier, on a eu une rencontre à Douala, c'était à l'hôtel La Falaise, il y avait beaucoup d'ingénieurs dans la salle de l'ICAC-ICAM. On s'est dit, il faut qu'on vienne aussi rencontrer les sciences sociales et les sciences juridiques. Donc c'est pour ça qu'on est là. Mais on va continuer. On sera encore à Douala en juillet pour rencontrer les ingénieurs. Donc c'est sur tous les campus. Après, on aura mis ça, donc on essaie de faire le tour. Mais si vous invitez la FIDUCAC, nous serons là. On a été invité par les ingénieurs sur leur campus pour juillet. Mais à nos activités, vous pouvez assister. Il faut assister. Beaucoup d'entre vous, même certains d'entre vous, j'ai vu un dans la salle, sont membres de la FIDUCAC. Ils n'ont même pas encore fini. Ils sont déjà membres. Ils sont dans notre forum. On a un forum WhatsApp, on échange. Et beaucoup d'entre vous, il faudrait peut-être une liste de présence, vont être introduits dans le groupe WhatsApp de la FIDUCAC où on échange sur les stages, les propositions de stage, les offres de stage, offres d'emploi. On fait un certain nombre de choses quand même pour les étudiants de l'école. Il faut vraiment être au courant de cela. On aura même encore des formations sur l'IA, les IA. On essaie de caler ça dans un planning. Il y a tout un planning prévu pour les étudiants. Donc il faut vraiment que vous soyez en contact avec la FIDUCAC. Vous allez beaucoup progresser. Donc voilà. Je me permets une virgule. Je voudrais donner mon humble avis. Comme je disais, je suis la plus jeune du panel. Pour ma part, s'il m'est donné de vous donner un conseil, on apprend tous les jours. Et je disais préalablement, avant que mes aînés ne prennent la parole, chaque fois que tu fais un stage, demande-toi qu'est-ce que tu as appris du stage. Tu as bien dit que c'était à l'occasion du stage que ton responsable de stage te demandait d'aller faire des courses. Non, je dis, bon, disons que peut-être ton cas, c'est un cas d'école. Parce que ça nous aussi est arrivé. Avant que je n'aie mon concours de l'ENAM en 2015, je faisais des extras ici.
Et dans le cadre de mes extras, il m'arrivait de surveiller, parfois d'entrer dans les bureaux. Je faisais la comptabilité matière. Je soulevais les bancs, les tables avec mon t-shirt, mon pantalon. D'autres me regardaient avec mépris. C'était pas... Je savais que je cherchais mon argent, mais c'était un exercice pour moi qui avait toujours été gâté dans la vie. J'obtenais tout de mon père quand je voulais sur un cliquetement de doigts. Mais à un certain moment donné, il a été un peu dur avec moi et j'ai compris qu'il était temps que je me batte et j'apprenne à avoir mon argent. Le fait d'être en stage avec quelqu'un qui vous demande de faire des courses, à un certain moment donné, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de vous, ce n'est que le service qui vous demande. Une fois le service fini, je l'ai dit d'entrée de jeu, s'il fait un travail, rapprochez-vous pour savoir, bonsoir, est-ce que je peux vous donner un coup de main? Est-ce que je peux regarder ce que vous faites? Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Pendant une semaine, il peut te repousser, il ou elle peut te repousser, mais une fois, supposons qu'elle peut être de bonne volonté, cette personne-là, elle va te laisser regarder ce qu'elle fait et tu auras appris quelque chose. Et ma logique de vie, je ne vous l'impose pas. On apprend tous les jours de tout le monde. Dans le taxi, une fois parti d'ici, j'ai appris de vous, j'ai appris de mon voisin. Le fait que l'autre m'apprenne à me plier, à servir, même si je ne suis pas venu pour ça, j'ai mal. Apprendre à faire les choses contre son gré pour le bien des autres, c'est une école. J'ai appris ça dans l'armée, j'ai appris ça dans la vie. Tu sors de là grandi. Parce que je vous l'ai dit d'entrée de jeu, réadaptez-vous à vos associations, réadaptez-vous à vos entreprises, réadaptez-vous à vos patrons. Je suis dans l'administration. Impossible pour moi de réagir comme mes collaborateurs de gauche ou de droite que je vais écrire, je vais me plaindre. Désolé, dans mon cadre, ça ne marcherait pas. Et en plus, regardez bien, tu peux être dans une entreprise privée familiale. Tu prétends te plaindre et écrire. Tu vas écrire au cousin du boss, tu seras saqué. C'est toi qui as besoin de travail, tu as des chiens. Il faut être intelligent. Et en plus, vous êtes dans une université catholique, on vous apprend à prier. Tu m'humilies une fois, deux fois, trois fois. Pour toi, c'est l'humiliation. Moi, j'apprends à servir. Ça va me servir dans mon ménage, ça va me servir dans une association. Et ce qui est sûr, un jour ou l'autre, c'est une situation qui va exploser. Dieu va te mettre en avant, tu auras honte. Ça peut être que, je dis comme ça, hein, prenons qu'à l'école, soit notre vrai chef va passer, va te voir me commissionner, faire la course des avocats, mais quelque chose va arriver. On gagne toujours à obéir. Et comme mon aîné de droite l'a dit, chacun de nous a ses limites. My sky in English is my body. J'ai dit, je ne peux pas accepter qu'un autre homme, aujourd'hui, en dehors de mon époux, me touche. Point. Mais demande-moi de te servir. J'espère que je n'ai pas exagéré. Mais demande-moi de te rendre les services de travail, je vais le faire. Parce qu'au sorti de là, je vais faire mon bilan. Et je vais dire, tiens Cathy, je suis allé au-delà de mes habitudes. J'ai appris. Chaque jour, on apprend. Celui qui va apprendre, il va se rendre compte que j'apprends. Permets-moi une trentaine de secondes, je vais répondre à ta question. Je voudrais bien partager mon expérience. Je n'ai pas été la plus intelligente des enfants de mon père. J'ai repris 4 fois dans ma vie. C'est parce que je voulais te parler de la persévérance. J'ai fait mes études primaires très tôt. J'ai eu le CEP. Mais à l'époque, mon père tenait à ce que j'entre au collège Ibeman, qui était l'un des collèges les plus huppés de l'époque. Il y avait les villes mortes et les anciens ont décidé de gréver. Donc j'apprenais à la maison, je vois le cahier comme ça s'ouvrait et je lisais. C'est comme ça que j'ai eu le CEP. Mon père m'a dit, il m'a flatté ma vie, ma fille, tu vois les lycées et tout ça, va au collège, j'ai accepté de faire le cours moyen. Je n'avais qu'une année d'écart avec mon petit frère, donc mon petit frère me retrouve au cours moyen 2. Sauf que quand je suis au cours moyen 2, ça c'est aussi pour faire le parallèle avec ce que mon aîné disait tout à l'heure sur les associations. J'ai été détecté très tôt comme la capitaine de l'équipe. À l'époque, tous les membres de l'équipe avaient 17-18 ans, je n'avais que 11 ans. Mais j'étais la capitaine de l'équipe de RAN. Je reprends le cours moyen 2. L'année là, je fais le concours de libération. Je n'ai même pas le premier concours. J'ai le deuxième, on appelle ça le concours de... C'était comme le concours de rattrapage, mais je l'ai. 6e, 5e, je vais essayer d'aller vite parce que je vais te dire pourquoi je te pousse, d'être toi et tous les autres, à la persévérance dans la vie. Et chaque fois que tu as l'impression que c'est dur, continue, parce que le bonheur est au bout.
J'arrive en 5e, je ne parle pas à toi, je parle à tout le monde. En 5e, je suis perturbé, comme on dit, par les sentiments, par le corps. Je reprends. Mon dernier, qui est de moins de 2 ans que moi, il est déjà en 6e, je suis en 5e, l'autre me traverse. La 4e, à l'événement, c'était comme à la Cato à l'époque. Tu n'étais pas bon, tu n'avais pas un bon niveau de langue, tu reprenais. En classe de 4e, mon père me fait comprendre que ton niveau, ta base n'est pas bonne. Comme mon aîné qui est à l'extrême gauche te dit, les poèmes de langue, je ne savais pas les dicter, moi c'est la catastrophe. Donc, je me retrouve à reprendre en classe de 4e. Ma partie de la classe de 4e, je me ressaisis, mais je suis déjà rattrapé par mes cadets. Donc, le BPC, on le fait ensemble. La classe première, on le fait ensemble. Terminale, on fait ensemble. Vous voyez qu'on se retrouve toujours assis, on voit Dibaret, bistro. Mais mon père se retrouve après le bac avec 3 étudiants dont il doit assurer la charge. Nous tous, on rêve des grandes choses. Je suis juriste, mais je vous assure, j'ai un bac B. Je n'ai pas un bac A. Parce que le français m'a toujours dépassé. Mais j'ai forcé. Je me suis accroché. Mon père nous a dit qu'il ne peut pas payer l'école à tout le monde. Donc, je n'ai pas commencé la 14e première année, pas parce que je ne voulais pas, mais parce qu'il n'y avait pas les moyens. J'ai dû sacrifier une année parce qu'il a dit que si tu ne... J'ai dit à papa, si ce n'est pas la Cato, je ne vais nulle part. Donc, mon petit frère a commencé la Cato, l'autre est parti à Soie, j'ai chômé une année au quartier. Mais une année au quartier, là, je n'ai pas baissé les bras. Je suis allé à Boya, j'ai pris une année de cours d'anglais et je faisais des formations. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, ne perdez pas votre temps. Je ne rêvais pas entrer à la fonction publique. Mon rêve à l'époque, c'était faire banque et finance comme mes voisins de gauche ou de droite. Je ne rêvais même pas, la fonction publique était loin de moi. Je vous ai déjà raconté mon parcours de la Cato. Mais quand j'arrive à Soie par accident, parce que ma mère me fait comprendre qu'après une année au quartier, comme tous les élèves de l'époque, je rêvais voyager, comme beaucoup ici. Il ne suffit pas de partir. Je disais à mes anciens étudiants, quand tu voyages, il faut savoir ce que tu veux. Si tu voyages pour attendre que comme nous les coachons, on dit souvent que je suis parti en bain, tu perds ton temps. Parce que les 4 ans que tu vas passer là-bas et 4 ans qu'un étudiant n'a tout fait ici, regardez comme ceux de gauche ou de droite, est-ce qu'ils ne sont pas percutants aujourd'hui? Ils sont pas au Canada, mais ils sont ici, s'en sortent. Je suis donc allé à Soie, j'étais perdu. Et il y a le salaire. Le dehors est dur. Vous pensez que je gagne combien? C'est petit. 2 millions, c'est petit. Et comme elle, j'ai repris, je crois, 45 fois. Parce que j'avais eu une bourse pour aller au Canada, mais j'avais eu des soucis parce que je n'avais pas eu la licence ici. Comme ça que j'ai raté. Et je suis allé à Soie. Et mes promotionnaires étaient déjà des auditeurs, des cadres et consorts. Pour embrayer sur la persévérance. Et vraiment, vous allez connaître des périodes dures dans vos vies. Oui, ça je vous dis déjà. Et ce sera violent. Une chose que moi j'ai apprise, il y a très peu de certitudes dans la vie. La seule certitude, c'est que vous êtes l'enfant de votre mère. Même le père n'en est pas sûr. Retenez bien ça. La seule certitude, vous êtes l'enfant de votre mère. Vos oncles maternels vous ont vu sortir. Le père, on peut le dire. Vous aurez des situations difficiles dans la vie qui vont arriver au moment où vous attendrez le moins. Et les choses vont se déconstruire avec une telle facilité. Vous aurez de la peine. Moi, j'ai traversé des périodes où je me pinçais parfois pour savoir si c'était moi. C'est comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Vous perdez tout. Je dis bien, vous perdez tout. Même le savon, vous ne pouvez pas acheter. Ah oui, chers amis, ça va vous arriver. Et quand ça va vous arriver, si vous êtes déjà marié, si vous avez des enfants, il faudra avoir les nerfs en acier trempés pour tenir. Ça va vous arriver. Il faudra affronter le regard de ceux que vous avez insultés à l'université catholique parce qu'elle avait les chaussures tordues, parce qu'il était faible, parce qu'il était comme ci ou comme ça. Vous allez affronter leur regard. Et si vous avez été auteur ou auteur, vous allez affronter le regard de vos anciens collaborateurs, de vos anciens collègues. Ah oui, et ça fait mal. Donc, démerdez-vous. C'est même pas un truc qu'on vous demande. Par défaut, je dis bien par défaut, soyez humble. Parce que je vous dis, quand la période arrive, parce qu'aujourd'hui, vous allez obtenir des choses, vous aurez l'impression que vous êtes trop fort, vous êtes Beyoncé, vous êtes Michael Jackson. Non, je serve, je suis un machin, la voiture, et puis un jour, tac, ça s'arrête. Pour une raison et pour une autre.
tout se déconstruit. Vous devez rentrer chez votre père. Vous ne pouvez plus nous la chambre. Votre copine va partir. Elle part avec les enfants. Et il faut être en assiette trempé. Et la dame a dit, vous êtes à la cadeau. Vous allez comprendre l'importance de la prière, mes amis. Vous allez comprendre. C'est à ce moment-là que vous saurez que Dieu existe. Parce que vous n'aurez aucun rempart à part Dieu. Vous allez commencer à pleurer toutes les larmes de votre corps. Vous allez transpirer, vous allez dépasser le fond. Mais comme vous aurez persévéré, parce que n'oubliez jamais que ce sont vos efforts qu'on reconnaît. Si tu ne fais pas d'efforts, moi je vais t'aider. Pourquoi? Pourquoi? Si tu ne fais pas d'efforts, si tu ne donnes pas l'impression de vouloir vraiment, pourquoi on va t'aider? Il y a même le poste là qui est là. Mais tu ne fais pas d'efforts. Pourquoi je vais te donner ce poste? Non. Préparez pour mes amis, ce n'est pas facile. Je ne vais pas le voir avec lui, mon ami. Je vais aller vite parce que mon voisin me dit force. Un petit clin d'œil. Je vous ai dit que j'ai été capitaine de l'équipe de Montréal à 10 ans, présidente de chef scout à Liberman toute mon année, chef de classe toute mon année. Quand j'arrive à l'université, je dis que je n'ai pas la responsabilité. Mais on me nomme présidente de ma cité. Je refuse, mais on m'impose. Quand je suis à l'université, tout l'université Yaoundé vient me solliciter pour les élections pour que je sois membre de l'équipe de campagne, je refuse. Quand j'ai les NAM, on est en formation militaire, on vient me choisir comme responsable de toutes les filles de la promotion. Quand j'entre à l'ENAM, on me sollicite pour être délégué des responsables, je refuse. J'entre à la FIDUCA, mon voisin dit je te veux dans l'équipe. Il faut travailler et parfois ton attitude appelle à la responsabilité, ça te pique. J'étais encore étudiante à la Cato quand il a déjà dit tout ce que je voulais te partager comme expérience personnelle. J'étais encore étudiante à la Cato quand j'ai bénéficié des bourses du chef de l'État. Quand j'ai postulé pour être contractuel dans l'administration et ça m'a raté. Ma soeur m'a dit que Paul Biya vraiment pense à toi. Je croyais qu'elle blaguait. J'ai eu le concours de l'ENAM. La corruption n'a pas été... On vit avec la corruption ici comme ailleurs. Tu sais qu'il y a 2 fois pour entrer dans l'administration, soit par concours, soit par contractualisation, soit par décision. Si c'est ton rêve d'entrer dans l'administration, vas-y. Mais demande toujours à Dieu si c'est sa volonté. Si c'est la volonté de Dieu, fonce. Travaille pour réaliser ton rêve. Ne regarde pas que le mérite n'est pas reconnu. Personnellement, quand je suis arrivé dans mon service, je me permets 2 minutes dans la question. Je suis arrivé dans mon service, j'étais que cadre. J'ai trouvé mes collaborateurs directs qui étaient à 9 ans, 8 ans, 7 ans comme cadre. Elles se sont découragées à tel point que parfois ils ne venaient même plus au travail. Il faisait 1 semaine, je ne voyais pas mes collaborateurs cadres. Mais j'étais là. Chaque jour, je venais, même quand il n'y avait pas de travail, j'étais là de 7h à 18h. Le jour où il y a un peu de travail, je demande est-ce qu'on peut me donner où j'accompagne les chefs en réunion. J'ai dit tout à l'heure ce que je faisais pour être au courant des dossiers. Et parfois, quand le directeur revenait, elle n'était pas mon amie, elle ne me saluait même pas. Elle était obligée de me donner le dossier. On voyait un cadre avec les directeurs en réunion et je posais les questions, je faisais des suggestions qui étaient jugées pertinentes. Quand on distribuait les primes, j'avais la plus petite prime. Je suppléais pour aller en mission. Mais au bout d'1 an, ces cadres que j'ai trouvés à 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui cumulent aujourd'hui 11 ans comme cadre, je suis devenu leur chef. Et celle qui m'encadrait quand je suis arrivé comme cadre, qui était A2, je suis devenu son chef A1. On va en mission aujourd'hui, c'est moi qui décide comment et pourquoi ça va se passer. Mon attitude, une fois que je suis nommé chargé d'études, je l'ai dit, je ne me limite pas à ça. J'ai commencé mes consultations. Parce qu'au quotidien, dans le cadre de mon travail, je suis conseiller juridique de mon ministre. Et je me suis fait conseiller juridique maintenant de mes clients. Maintenant, j'enseigne et je travaille en collaboration avec d'autres anciens amis ou collègues d'université dans le cadre de leur cabinet. Je donne des cours. Je ne me limite pas à attendre ces primes qui peuvent venir à la bonté du chef. Parce qu'on dit dans l'administration, le chef discrimine. Ça veut dire que chez nous, là, c'est pas comme à gauche ou à droite parce que c'est plus facile dans le privé de dire que c'est nommé comme ça. Chez nous, c'est le chef discrimine. Et la nomination est discrétionnaire. Aujourd'hui, le chef peut dire que tu es bon. Demain, il dit que tu n'es pas bon. Il sait que tu es bon, il ne te prime pas du tout. Donc, je cherche mes à côté propres. Je vous remercie. Pour habitude, lorsque je reçois les stagiaires, de leur faire une petite sensibilisation, un petit coaching avant de les déployer dans les structures. Je vais aller dans le même sens que mais je vais prendre un autre exemple. Beaucoup de stagiaires s'offusquent quand on les envoie faire des photocopies. Le problème n'est pas d'aller faire des photocopies, le problème est de faire seulement des photocopies. Faire la photocopie, c'est un travail indispensable pour le fonctionnement d'une entreprise.
les réunions pilotées par le DG, le président du conseil d'administration, etc., se font sur la base également de documents photocopiés. Donc ne minimisez jamais une photocopie. De même, donner le café, comme elle l'a dit, c'est un acte d'humilité. Moi, je l'ai vécu. J'ai commencé ma carrière, j'étais très jeune et j'étais stagiaire pré-emploi. Non seulement on me fournait beaucoup d'activités parce que j'étais la jeune qui avait de l'énergie, qui pouvait faire beaucoup de choses, mais également j'étais la moins âgée de toutes les équipes. Équipe qui plus tard s'est retrouvée en partie collaborateur à ma personne, collaborateur de ma personne. Je le dis pourquoi? Parce que c'est mon humilité du début qui a payé avec le travail bien sûr pour que je sois promue par la suite et que je me retrouve en train de gérer des équipes avec des gens qui avaient l'âge de mes parents. D'accord? Donc, servir le café, je voulais en parler. J'avais un directeur qui avait près de 30 ans de plus que moi, donc on peut dire l'âge de mon père à l'époque, qui aimait le thé. Il aimait boire son thé. Et de temps en temps, il me disait, Renette, apporte-moi une tasse de thé. J'allais prendre le thé. À partir de là, je l'ai amené à ne plus boire de thé sucré. Je lui ai dit, monsieur, de par votre âge, vous ne devez plus boire trop de sucre. Il faut baisser, vous prenez trop de sucre. Dans une petite tasse, il faut mettre 3 morceaux de sucre. Thé, café, 3, 4, trop. Grâce au fait que j'agissais, je l'empêchais de prendre du sucre. Et il a arrêté avec le sucre. En réunion devant tout le monde, il me le disait. Au début, je me disais peut-être qu'il voulait m'humilier, je ne sais pas. Et j'ai dit, il n'y aura pas d'humiliation. En réunion, nous sommes assis autour d'une table. Il me dit, au moins la pause café, Renette, donne-moi. Je voudrais du café, je me levais. J'allais servir le café, je venais donner à mon chef. Au point où, au cours d'une réunion présidée par le DG de l'époque, lorsque je l'ai fait, il a dit, ah bon, mais madame, donc c'est seulement votre chef que vous donnez du thé? J'ai dit, DG, je ne peux pas avoir de problème avec vous. Dites-moi ce que vous voulez, je viens de donner. Et c'est comme ça que j'ai donné du thé à mon DG, j'ai donné le thé à certains directeurs-là. Avant de retourner m'asseoir, je crois que j'étais déjà sous-directeur en ce moment-là. Je l'ai fait. Qu'est-ce que je me disais? Je me disais, ce monsieur a l'âge d'être mon père. Vraiment, s'il me demande du thé, je lui donne du thé. Au point où certains, ça n'enlève rien du tout. Au point où certains ont commencé à avoir des rumeurs parce qu'elle a dit quelque chose tout à l'heure sur sa profession, elle s'est rabaissée, elle a travaillé, elle a cherché. Je suis sûre qu'on a sorti une rumeur sur elle qui sort peut-être avec un chef. Parce que c'est ça, quand une femme, je prends le cas des femmes, se débrouille comme ça et que des promotions arrivent, on finit par sortir des rumeurs. Il y a eu des rumeurs, une dame après qui a sorti une rumeur, oui, elle passe le temps à servir du thé à son chef. Je lui ai dit oui, et je lui servirai du thé, tant qu'il me demandera, je le ferai. Ne prenez pas tout dans le mauvais sens. Même si la personne le fait comme elle a dit pour vous humilier, c'est la personne qui voit ça. Vous trouvez-vous des arguments pour avoir la force de faire. Les photocopies, je vais aller en faire. Je ne peux pas monter un dossier si je n'ai pas de photocopie. Du coup, à ce moment-là, mon stagiaire me dit, quand les stagiaires ne sont pas là, qui fait les photocopies? C'est nous, hein. Quand je dis nous, soit je le fais, soit je dis à un de mes collaborateurs de le faire, soit je demande à la secrétaire, mais c'est nous qui le faisons quand les stagiaires ne sont pas là. Donc le problème n'est pas de faire de photocopies, hein. J'espère que je vous rassure en vous disant ça. Le problème c'est de ne faire que des photocopies. Et c'est là-dessus que nous nous battons chaque jour, c'est par rapport à ça que nous nous battons chaque jour, pour que les encadreurs établissent des programmes pour les stagiaires, afin qu'ils soient bien suivis et qu'ils aient à la fin de leur stage une plus-value qui pourrait être utile plus tard. Parce qu'au cours des entretiens, parfois, nous rencontrons des gens qui ont dit j'ai fait des stages à tel endroit et à tel endroit, mais lorsqu'on leur demande de manière pratique ce qu'ils ont fait, ils sont bloqués. Donc, c'était pour dire. Monsieur, pour le cas des concours, vraiment, j'ai coutume de le dire et j'y crois à 100%. Même s'il y a de la corruption, comme partout ailleurs, comme il a dit, la corruption n'a pas été inventée au Cameroun. Tant qu'il y a des êtres humains quelque part, il y aura de la corruption. Regardez les films, quand vous regardez les films américains, vous voyez de la corruption partout. Les policiers ripoux, les ministres corrompus, les procureurs corrompus, les juges corrompus, c'est partout. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vous. Le problème ou la ressource qu'il faut toucher, c'est vous. Ce n'est pas parce que les gens sont mal polis, comme on a dit que vous allez mal polis, pas parce que les gens sont corrompus que vous allez être corrompus. Vous ne faites pas dans la corruption. Vous allez faire votre concours. Il y a des gens qui ont fait ces concours sans dépenser 5 francs, ils ont été retenus. Ça existe, j'en connais. Est-ce que vous savez que nous qui sommes à la gâteau, il y en a qui pensent qu'on achète des places pour entrer ici? Oui, il y en a qui le pensent. J'ai fait le concours en 2001. J'avais une camarade de classe qui l'a fait aussi.
elle n'a pas quand elle est rentrée chez elle, parce que nos mamans se connaissaient, elle a dit, ah, c'était facile. Mais quand on l'a pas appelée, elle s'est posé des questions, elle s'est dit, mais pourquoi? Et on lui a dit que moi j'avais réussi. Elle s'est dit, waouh, pourquoi elle a réussi et pas moi? De vous à moi. À sa place, vous auriez pensé à quoi? Alors que, je crois que c'était un c'est un concours, on prend les meilleurs. Ça veut dire que ça peut être facile, mais si les meilleurs, les 200 meilleurs, parce que lors de mon année, il fallait 200 personnes. Si les 200 meilleurs sont ceux qui ont 18, vous allez venir à 17 et demi, vous n'allez pas avoir le concours. Vous comprenez? Donc, cette affaire de corruption, n'y pensez pas. Si parenthèse, je sais que vous tirez trop sur les dents. Il y a maintenant les opportunités, on appelle ça le rattrapage. Il y en a quand on sélectionne la liste d'attente. Après, Dieu fait tic. Il n'avait pas de contact, il est dans la liste d'attente, on le prend. Voilà. C'est ça qu'on appelle Jacques Lachance. Voilà, et ça existe. Donc mettez-vous dans la tête des choses positives. Ne regardez pas les négatifs. J'ai vu beaucoup de jeunes s'auto-disqualifier en disant je ne connais personne, je ne vais pas faire le concours. Non, allez faire le concours. Ne dites pas je ne fais parce que je n'ai pas d'argent. Donc si vous voulez faire votre concours, faites. Vous réussissez, parce que vous ne réussissez pas, vous cherchez d'autres opportunités. Et quand vous serez là-bas, si vous voyez la corruption, vous n'êtes pas obligé de le faire, ne le faites pas. D'accord, ne le faites pas. Merci. Okay. Je pense que cela va m'aider pour la suite. Je pense également que tous les étudiants ici présents ont pu retenir quelque chose et se sont sentis concernés par vos différentes prises de parole. Bonjour à tous, je m'appelle Momaluc Anan, étudiant en Master en Comptabilité Finance. J'ai eu l'honneur de participer à la conférence organisée par le CREE et où il y a eu des interventions des membres de la FIDUCAC. La conférence était très intéressante et très enrichissante dans le sens où on avait des retours des anciens membres de la CATO qui ont vécu chacun leur expérience professionnelle, ont découvert le monde de l'emploi et ils sont venus nous donner les réalités qui s'y trouvent. On y a appris de nombreuses choses, notamment comment on doit faire, comment on doit se comporter lors de nos stages en entreprise, comment on doit se comporter pour nos recherches d'emploi, le niveau d'implication qu'on doit donner, notamment dans la vie associative, autant dans la vie associative que dans la vie professionnelle et extra-professionnelle. Bonsoir à tous, je m'appelle Bitom Grace Fabiola, étudiante en lithophile IMAC 1, responsable de communication du club des managers, en même temps secrétaire général du club des managers. J'ai été énormément émue et contente d'avoir rencontré toutes ces personnalités qui nous ont appris et qui nous ont surtout appris à persévérer, à donner le meilleur de soi, à travailler d'arrache-pied et surtout se montrer indispensable. Alors, suite à cette conférence, je tiens à remercier les membres du CREE, l'Université catholique d'Afrique centrale et notre grand-père très auquel le Dieu que nous servons d'avoir permis la réussite de cet événement. Je vous remercie. Bonjour, je suis Cheikh Amnouboué Ariane Manuela, étudiante en classe de master de contentieux et arbitrage des affaires à l'Université catholique d'Afrique centrale. Et je suis pour le compte de l'année 2023-2024 la présidente du cercle de réflexion sur l'entreprise et l'emploi. Ce vendredi 24 mai 2024, nous avons eu la deuxième activité de notre semaine de clôture et la toute première édition que nous avons nommée le CREE Meet, qui est une activité au cours de laquelle nous invitons les anciens étudiants de la CATO à venir partager le parcours qu'ils ont eu au sein de la même université que leur cadets académiques, et afin qu'ils puissent nous dire comment ils ont vécu l'année académique au sein de l'université, les expériences, les difficultés qu'ils ont rencontrées et comment ils ont fait pour arriver où ils sont aujourd'hui. Et je pense que ces échanges pour tous ceux qui étaient présents à l'amphi a été porteur de beaucoup de fruits sur le plan académique, sur le plan social et même sur le plan familial et plus encore sur le plan spirituel. Au sortir d'ici, tout un chacun peut déjà savoir où il va, sur quoi il peut s'appuyer et qu'est-ce qu'il doit améliorer.